Dimanche 6 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Le Bénin a célébré cette semaine son 63e anniversaire d'assertion à l'indépendance. Une célébration qui a connu la présence du président nigérian Bola Tinubu. Dépôt de gerbes, défilés militaires et paramilitaires, cette célébration a connu 3 phases importantes. Revivez les moments forts de cette célébration dans cette édition. L'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, s'en est allé ce mardi 1er août 2023 à Abidjan. Décédé à l'âge de 89 ans, Henri Konan Bédié est l'une des figures les plus puissantes de la vie politique ivoirienne. Vous suivrez dans ce journal les impressions de quelques citoyens ivoiriens résidant au Bénin. L'esplanade des Amazones a accueilli la saga des Agodiers ce vendredi 4 août 2023. Organisé par le gouvernement à l'occasion de la fête de l'indépendance. Cet événement a connu la présence de plusieurs artistes, dont la star béninoise de renommée internationale, Angélique Kidjo. Vous suivrez dans un instant le commentaire de quelques citoyens. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. L'esplanade de l'Amazone a accueilli la saga des Agodiers ce vendredi 4 août 2023. Organisé par le gouvernement à l'occasion de la fête de l'indépendance, cet événement a connu la présence de plusieurs artistes béninois, dont la star béninoise de renommée internationale, Angélique Kidjo. Avant le déroulement de ce concert, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs impressions. Suivez plutôt. Moi, personnellement, je suis content. Je suis content parce que c'est rien que des artistes béninois. Quand j'ai appris que Angélique Kidjo, qui est béninoise, et puis des artistes qui vont suivre, sont que des béninois, je me suis dit, voilà, c'est l'indépendance du Bénin. Donc il faut quand même que ce soit des artistes du terroir, des artistes béninois. Angélique Kidjo, la diva, connue dans le monde entier et tout. C'est un concert gratuit. Et du fait que c'est gratuit, moi personnellement, ça m'a beaucoup fait plaisir en fait. Est-ce que vous voyez? Donc si l'État béninois, si le ministère de la Culture, si ils peuvent tout faire pour en fait faire la promotion des artistes béninois, c'est très bien. Parce que nous n'avons pas assez de place dans les autres pays, parce que les autres pays font tout possible pour faire la promotion de leurs artistes. Notre 63e anniversaire, 63, ça fait des chiffres 0 et ça fait la divinité. Que des chefs de l'État, son gouvernement, invite Angélique Kidjo, qui est notre emblème en termes de culture, d'art, de musique, c'est une excellente chose. D'abord, Angélique Kidjo est une femme. Et une femme, et dans la spiritualité aussi, vaut son pesant d'or. Donc, en ce moment précis, inviter une femme comme de cette trempe-là, c'est une excellente chose. Et au-delà de cela, il y a 2 dimensions. La dimension éducative et la dimension célébration de
la personne, du symbole de ce qu'elle a fait. Angélique Kidjo, quand elle est quelque part, on n'a pas besoin de demander d'où elle est. Elle ne cache pas sa nationalité. Et je trouve que le chef d'État, en faisant cela, il a tenu certainement compte de tous ces aspects pour l'honorer, pour la glorifier, pour qu'elle serve à la jeunesse. En passant une personne comme ça, on peut montrer à la jeunesse le modèle à suivre. Moi-même, j'ai envie d'amener toute ma famille pour vivre cet événement. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il m'a vu une fois dans un concert. Angélique Kidjo, c'est une béninoise. Je serai là-bas pour l'encourager. Si ce n'est pas gratuit, je crois que beaucoup de personnes ne peuvent pas aller là-bas. Notre gouvernement est en train de faire quelque chose sur le plan culturel. Et il faut l'encourager. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, ont animé ce vendredi 4 août 2023 une conférence de presse à Cotonou. Au menu des échanges, la situation actuelle au Niger. Devant un parterre de professionnels des médias, les membres du gouvernement ont répondu à un certain nombre de questions. Le gouvernement a fait savoir que le Bénin est officiellement et formellement opposé au coup d'État au Niger et est prêt à contribuer par tous les moyens au retour à l'ordre constitutionnel. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la conférence de presse. Le Bénin fait partie de la CEDEAO depuis la création et les décisions qui sont prises au niveau de la CEDEAO sont des décisions qui engagent également le Bénin. Donc, si demain, pour quelque raison que ce soit, la CEDEAO décidait d'engager une action particulière, le Bénin serait solidaire de ce que la CEDEAO ferait. Donc là-dessus, je pense que notre position a été claire et sans équivoque en fait jusqu'à présent. Elle restera la même. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. En ce qui concerne la situation et les régimes militaires, nous, notre conviction au niveau du Bénin, et cela tient aussi de notre histoire depuis 1990. Nous croyons dans le fait que le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. C'est important parce que c'est de cette manière-là qu'on assure en fait un développement. Nous croyons dans le fait que le développement ne peut se faire que s'il y a une forme de stabilité politique. Et que ce dont nos populations ont besoin aujourd'hui, c'est d'une stabilité politique qui permette de réduire la pauvreté, qui permette de faire en sorte que chaque citoyen de la zone CEDEAO puisse voir ses conditions de vie s'améliorer. Et nous croyons que ça marche. On arrive à cela parce qu'on a des régimes qui sont des régimes démocratiques, des régimes démocratiquement élus, qui est une transmission démocratique du pouvoir. C'est très important. Et on ne peut pas considérer qu'en fait ce soit seulement dans notre sous-région qu'il y ait des tentatives de prise de pouvoir par les armes. Ce n'est pas une chose acceptable, ce n'est pas une chose bien même pour le développement de notre sous-région. Et je pense que ce qui concerne, le principal besoin de nos populations aujourd'hui a rapport en fait à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous croyons que des régimes qui sont des régimes démocratiquement élus sont meilleurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne sais pas si monsieur le porte-parole... Je pourrais renchérir en disant qu'effectivement, le Bénin, c'est un exemple, sans aucun doute, mais tous les pays africains sont engagés de plus en plus dans les processus démocratiques. La démocratie, comme n'importe quel autre système, peut avoir ses imperfections, mais chaque acteur sociopolitique doit savoir rester
dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité. De l'évolution dans les pays où il y a des coups d'État depuis 2-3 ans pour voir qu'est-ce qui a fondamentalement changé en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes d'amélioration de la qualité de vie des populations. Et puis, nous les Africains, on se déresponsabilise pour faire croire aux populations que la source de nos malheurs, c'est l'étranger. Moi, vous pouvez demander aux Béninois, nous avons commencé à faire beaucoup d'efforts, plus que par le passé. Depuis 2016, ça a été très dur au début pour nous tous, mais les Béninois voient très bien maintenant que quand on fait des efforts, ils produisent du résultat. À présent, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, qui s'est prononcé sur les relations entre le Bénin et le Nigeria. Les relations décomplexées dont je parlais tout à l'heure se font aussi à l'égard des pays voisins, y compris le Nigeria. Et vous avez vu avec quel enthousiasme, avec quel faste le président nigérien et sa délégation, y compris même l'homme d'affaires Aliko Dangote, arrivent ici et sont à leur aise. C'est une bonne chose et nous allons travailler à entretenir cette relation. Cela n'a pas un coût direct avec l'augmentation des prix de carburant. Ça, vous le savez que c'est dicté par la conjoncture internationale. Il y a des normes pour apprécier et ajuster les prix. Et nous avons mis beaucoup en subvention sur ces produits, notamment depuis la guerre en Ukraine. Et je peux vous dire, aujourd'hui encore, quand bien même le prix de l'essence est passé à 680 francs depuis le premier contre 650 avant, nous sommes encore autour de 40 francs de subvention sur le litre d'essence. Autrement, on serait au-delà de 700 francs déjà. Et puis enfin, par rapport à la CEDEAO, vous-même vous l'avez évoqué, donc la CEDEAO ne reste plus insensible à la question des troisièmes mandats. Vous l'avez dit vous-même, puisqu'une décision a été prise pour agir sur les tests. Et à la réunion d'avant Abuja, ou c'était même à Abuja, le président Tinubu, il a été évoqué la mise en place d'une force d'interposition, la promotion de la démocratie, donc plus de tolérance pour les troisièmes mandats, autant qu'il n'y aura pas de tolérance pour les coups d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Maintenant, vous dites, les peuples, les populations, regardez nos États. Et on a commencé à répondre tout à l'heure. Plusieurs micro-nationalités à l'intérieur de la nation que nous entendons tous bâtir. Combien d'oppositions avez-vous vu en Afrique, après une élection, reconnaître avec fair play sa défaite et commencer à préparer les prochaines élections? Même quand on a perdu, on fait croire que c'est parce que le vainqueur a volé. Dans ces conditions, si quelqu'un est malin parce qu'il a la force et il dégage un autre qui est là, vous aurez toujours des gens dans la rue pour applaudir et apprécier. Qu'ils soient insatisfaits ou non de la gouvernance. C'est de l'ordre normal des choses. Et ce n'est pas un indicateur. Non, ça ne peut pas être vu comme un indicateur de popularité des acteurs ou de l'appréciation du push. Ce n'est pas un baromètre parce que vous connaissez très bien les œuvres de manipulation. Et ça, vous ne maîtrisez pas. Donc, ne considérez jamais que parce que les populations sont sorties dans les rues ici, elles étaient absolument contre les dirigeants qui étaient là. Elles étaient insatisfaites de leur gestion. Tous ceux qui sont là et qui peuvent accéder à des ressources peuvent vous mobiliser demain 10 000, 20 000, 30 000 personnes dans les rues. Oui ou non? Bah oui, donc il faut pousser l'analyse beaucoup plus loin. Dissension contre la junte au pouvoir au Niger, c'est ce qu'a décidé les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA au Nigeria le dimanche 30 juillet 2023. À cet effet, le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adjadi Bakari, a analysé la situation au Niger. L'essentiel de ses propos avec la télévision nationale. Le rôle du président Patrice Talon, c'est un rôle actif au sein de la conférence des chefs d'État. Dans un premier temps, lorsque cet acte s'est passé le 26 juillet, les chefs d'État ont souhaité que ce soit plutôt une mission à haut niveau, une mission à un niveau chef d'État qui se déplace pour essayer de ramener la raison et passer très rapidement en fait à quelque chose qui soit en ordre avec l'ordre constitutionnel établi en fait. Et donc le président Patrice Talon a été désigné
pour pouvoir mener cette action. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA ont également acté le fait que cette situation était une situation inacceptable, inadmissible dans notre sous-région. Et donc pour cette raison-là, on ne peut pas, dans notre région aujourd'hui, compte tenu des dynamiques et des besoins de développement que nous avons, accepter que des forces qui sont en charge d'assurer la sécurité d'autorités civiles régulièrement élues, démocratiquement élues, se permettent de kidnapper ces forces, de kidnapper ces autorités politiques et d'essayer en fait de conquérir le pouvoir par la force et par les armes. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Le président Bazoum est à peine à mi-mandat et voilà que quelques personnes, quelques individus, parce qu'ils sont détenteurs d'armes, décident de mettre un terme. Donc en réalité, les actions qui sont prises en fait par la communauté sont dans un objectif de retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons un objectif unique et ultime, c'est rétablir le président Bazoum, qui est le président réellement élu, constitutionnellement élu en fait du Niger et reconnu par toute la communauté internationale, d'accord ? Et puis surtout, nous sommes en train, je pense que nous avons aussi un devoir collectif de préserver la région contre de telles initiatives en fait. On ne peut pas être dans une région où n'importe qui peut se lever le matin simplement parce qu'il a une arme et déposer un président régulièrement élu. Parlons toujours de la situation actuelle au Niger. La CEDEAO a tenu le dimanche 30 juillet dernier un sommet extraordinaire sur la situation actuelle au Niger. Au terme des assises, l'organisation sous-régionale a pris des sanctions contre le régime militaire et a ordonné la réinstallation du président démocratiquement élu dans le délai d'une semaine. À ce sujet, la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens afin de recueillir leur avis sur ces décisions. Suivez-les. Dire que dans une semaine, ils vont agir par un coup de force, moi je trouve que ce n'est pas approprié. Je pense que cette décision, elle est très malvenue. Puisque quand on parle d'un coup d'État, il faut aller négocier avec ceux qui ont fait le coup. Cette fois-ci, la CEDEAO, d'abord, ils ont vite réagi parce que les dirigeants ouest-africains, c'est la peur et la stupéfaction qui les anime. La CEDEAO est dans son rôle. C'est son rôle que l'ordre constitutionnel soit respecté dans chaque État. Et quand il y a remise en cause de cet ordre, c'est normal que la CEDEAO intervienne pour obliger les putschistes à revenir à l'ordre constitutionnel. Moi, je veux demander à ces émissaires de savoir s'envoyer. Je suis sûr que le peuple nigérien ne va pas se laisser faire. Ils ont dit qu'ils sont prêts. Ça veut dire déjà des avions, des aéronefs français ont violé le sol et les espaces aériens du Niger. C'est des violations flagrantes. C'est un État souverain. Est-ce que c'est parce que nous sommes la France qu'on doit violer tout ce que nous trouvons comme espace? Ou bien c'est parce que nous savons que nous sommes suffisamment forts? Mais nul n'est jamais assez fort pour se prévaloir de sa propre turpitude. Parce qu'au moment où on s'y attend le moins, les surprises sont là. Quand on va commencer par tirer dans tous les sens, c'est maintenant que le peuple nigérien va donner le quitus maintenant de soutenir la junte au pouvoir. Et c'est des catastrophes. On ne peut pas faire le bonheur d'un pays, d'une nation contre son gré. Si les gens, ils avaient dit qu'ils ont désavoué Bazoum parce qu'il y avait une situation de terrorisme où, au dit du général, ils devaient avancer, ils ont demandé du renfort, on en leur en privé et après, ils sont tombés en embuscade. C'est eux qui sont sur le terrain et ils savent ceux dont ils sont victimes. Donc aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, la manière dont c'était voilé, aujourd'hui, les peuples commencent pas à comprendre que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils cherchent la paix et ils prônent la guerre. Je ne comprends pas. Il faudrait que ceux-là qui prônent la guerre contre le Niger aillent consulter leur dictionnaire et voir, relire ce qu'on appelle la souveraineté, relire ce qu'on appelle l'autonomie. Alors, si le Niger n'a pas une souveraineté, qu'on nous le dise. Si le Niger n'a pas son autonomie,
qu'on nous le dise. Je l'encourage. Mais ce que moi je crains, une semaine qu'ils ont donnée là, ils n'ont qu'à encore proroger. Parce que pourquoi? On ne sait comment la guerre va commencer. Vous pouvez même être fort, mais pour finir la guerre, ce n'est pas une chose facile. Nous, on a vu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. La Russie est très très forte, mais jusqu'à présent, elle n'a pas pu vaincre l'Ukraine. Donc, les chefs de l'État, ils n'ont qu'à faire très attention. Ils veulent associer, c'est le Nigeria, c'est le nouveau chef de l'État. Ouais, il veut frapper. Non, on ne frappe pas comme ça. Les chefs de l'État, de la CEDEAO, sont bien intelligents pour négocier avec ces militaires et les faire partir comme ce qu'ils ont fait au temps de Gilbert Diendéré au Burkina Faso. Ils ont leur raison, mais leur donner 7 jours, je pense que on les avertit de se préparer. Les 7 jours là, ce qui est sûr, les Nigériens aussi vont se préparer à aller à l'assaut. Et ce qui sera très grave pour la CEDEAO. Mais je n'en sais rien. S'ils peuvent réussir ça, tant mieux, mais ce n'est pas la meilleure solution. Ce qui concerne l'intervention militaire de la CEDEAO, moi je crois que c'est utopique. Hein. C'est sûr que les militaires qui sont au pouvoir ont déjà pris leurs dispositions. Donc ça va créer un drame dans le pays. Et les sanctions qu'ils veulent infliger, ça ne va pas toucher les militaires. Gel d'avoir, ils ont qu'à l'avoir. Non, et puis gel d'avoir, interdiction de voyager, ça ne règle pas les problèmes. C'est le peuple qui va souffrir quand on va prendre les sanctions là, les sanctions commerciales, fermer les frontières. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. C'est le peuple qui a souffert. Après, ils ont encore suspendu les sanctions. Hein? On les a réintégrés. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils sont inflexibles. Or, c'est la peur ils ont peur, ces dirigeants ouest-africains. Hein? Ils n'ont qu'à chercher à accompagner les Nigériens au lieu de chercher à les infliger une sanction. Et c'est le président nigérien qui est en train de faire ça. Et vous voyez, la France aussi a beaucoup d'intérêt là. Hein? La France aussi a intérêt parce que c'est son dernier allié. Et ils ont des accords avec le... Ils ont 1500 soldats qui sont là. Et les Américains aussi sont présents avec des drones. Et les Allemands aussi sont présents, les Européens. On sait que le Niger est un pays enclavé. Il ne peut pas s'en passer des aides. Parce que l'Union européenne, ils ont déboussé beaucoup de choses. Donc, s'ils ont suspendu tout ça là, c'est les Nigériens qui vont souffrir. Hein? L'agent de pouvoir. Donc, et même la vie du président Bazoum est en danger. Hein? C'est ce que les gens ignorent. Hein? Quand vous avez frappé maintenant, hein, ils veulent associer le Tchad. C'est vrai, les Tchadiens sont forts en combat, mais ça ne peut pas régler les problèmes. Quand vous regardez la dimension du Bénin par rapport au Niger, mais moi je suis inquiété. Je vais vous dire pourquoi. Quand les crépitements de balles vont commencer au Niger, les forces, que ce soit les terroristes ou bien les forces régulières nigériennes, ils vont faire base arrière au Bénin directement. Ils tombent à Malanville. Ils tombent dans le nord Bénin. Et vous regardez la position du Burkina Faso, qui est frontalier aussi au Bénin. C'est déjà un souci. Voilà la position du Sénégal. Donc quand les gens parlent, ce n'est pas... Il faut qu'on dépassionne les débats. Aujourd'hui, l'intervention, c'est vrai, la CEDEAO se réunit. La CEDEAO, c'est une institution sous-régionale qui, dans ses attributs, devait réguler le fonctionnement à l'intérieur de ces pays-là. Mais déjà qu'il y a un vice de forme et de procédure dans certains États membres. Prenez le cas de Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu coup, le colonel Assimi Goïta était désavoué. Nul n'ignore les sanctions en leur taille, en leur essence et en leur quintessence. Mais aujourd'hui, quand le peuple a tenu bon avec ce régime-là, cette junte au pouvoir-là, qu'est-ce qui en a été? Toutes ces sanctions-là, toutes ces sanctions ont été révisées. Ça veut dire que le peuple parle. Et on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Moi, je crains, si c'est comme de manière fortuite, à chaque fois où un président est envoyé en mission, au lendemain, il y a un coup chez lui. Et c'est le cas du Burkina. Après l'envoi de Roch Marc Christian Kaboré, quand il est revenu après l'intervention, il en a eu. C'était pareil aussi au Guinée. C'était pareil aussi au Burkina Faso. Il est intolérable qu'on accepte des coups de force dans un État démocratique
Bazoum, le président Bazoum a été démocratiquement élu. Et donc la remise en cause de son mandat de cette manière-là est inacceptable, intolérable. Donc pour cela, je pense que la CEDEAO est dans son rôle. L'ultimatum d'une semaine. J'ai toujours eu à dire que je ne suis pas pour la violence et le sang. Bien sûr, les coups d'État en Afrique sont révolus. Mais il y a toujours le ver dans le grain. Qu'est-ce qui pousse les militaires à des opérations de force? C'est la mauvaise gestion de nos États. Remettre encore Bazoum là, c'est comme si jamais Bazoum revient, ceux qui ont commis ces forfaits là, ils deviendront quoi? C'est fini ça. Donc moi je ne crois pas à leur solution là. La célébration de la fête de l'indépendance au Bénin est marquée chaque année par le dépôt de gerbes aux morts. Cette année, le président de la République, Patrice Talon, n'a pas dérobé à la tradition. Le rituel est propre à chaque 1er août et n'a pas manqué au 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, ce mardi 1er août 2023. Le président Patrice Talon a sacrifié à la tradition avant le défilé sur le boulevard de la Marina. Un moment symbolique en rappel au souvenir des soldats et héros du Bénin. Retour sur les images de cette célébration. Le cérémonial va commencer. Le chef d'État qui s'avance. Passage obligé, la République n'oublie pas ses vaillants fils et filles tombés au front. Le cadre somptueux des jardins de Mathieu abrite le symbole de reconnaissance à ces enfants du Bénin dévoués à la République. Patrice Talon marque le traditionnel arrêt et dépose la gerbe symbolique. La sonnerie aux morts retentit et la charge émotionnelle s'empare des jardins de Mathieu. Le rituel ouvre les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Le président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, était l'invité d'honneur de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Sur l'esplanade de l'Amazone, les forces de défense et de sécurité ont renouvelé devant le chef suprême des armées leur loyauté et leur engagement à remplir leur mission. Le défilé s'est déroulé en 3 phases. Revivez cet événement avec cet élément réalisé par l'ORTV. C'est une célébration toute particulière que le Bénin enregistre cette année pour la commémoration de son indépendance. Un 63e anniversaire dans un décor très enchanteur et une ambiance bien festive. Deux années successives que nous assistons au défilé ici sur le boulevard de la Marina et nous avons pu constater, observer les changements, la transformation de notre armée, aussi bien du point de vue des équipements que du point de vue de la tenue et de la discipline. Et c'est plutôt rassurant. Nous devons saluer le premier magistrat de ce pays, le président de la République, pour son engagement au développement intégral et durable de ce pays. L'événement se déroule autour du thème « Forces de défense et de sécurité, debout, ensemble face au terrorisme ». La présence du président de la République fédérale du Nigeria, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires et de gouverneurs d'État, rehausse la confiance des populations
quant aux relations de bon voisinage. C'est très important pour le Bénin et le Nigeria de resserrer les liens et la présence du président Tinubu aujourd'hui en est le témoignage fort qu'on peut espérer. C'est d'abord le symbole du Bénin qui s'envole, qui doit prendre de l'essor. Et que cet essor nous embrasse, nous rassemble tous pour que nous puissions faire de notre pays ce qui doit être du rassemblement. Devant Patrice Talon, ses hôtes, le public et même les téléspectateurs défilent des forces motorisées avec des véhicules blindés, juste derrière les 7 composantes des forces militaires et paramilitaires. Un niveau jamais atteint. Et la grosse attraction, vous l'avez admiré, c'est sûr, c'est la parade aérienne qui met en lumière les vecteurs nouvellement acquis par l'État. Admirez encore. À l'occasion de la célébration de son 63e anniversaire, un défilé militaire et paramilitaire ont marqué les festivités de ce 1er août 2023. À la fin des manifestations officielles, quelques citoyens ont donné leurs appréciations sur le déroulement de la cérémonie. Des propos recueillis par ESAE TV. Je ne fais que remercier le chef de l'État depuis mon siège au niveau de la tribune pour ce qu'il a voulu faire voir au public. Le chef de l'État, c'est un homme de vision. D'abord, quand vous prenez l'espace qu'il a préparé depuis l'année dernière et qui est en cours d'amélioration, qui abrite désormais les festivités de notre indépendance à la souveraineté, c'est une grande chose, on ne peut que le remercier. Vraiment, nous allons remercier la population et remercier le président de la République pour les efforts fournis jusque-là. C'est bien organisé, ça a bien débuté et ça a bien terminé aussi. Et il n'y a pas eu de problème, c'est très bien. Nous allons vraiment demander à Dieu de nous aider pour les années prochaines pour que ça puisse aller plus que ça. Vraiment, j'ai été ému par la démonstration de nos forces de sécurité et de défense. Vraiment, j'ai été ému. Ça m'a fait un peu... Et ça nous a donné un honneur, surtout sur le plan international, effectivement que le Bénin est en train d'être avancé et que désormais nous allons accompagner dans tous les plans le président pour qu'il puisse continuer l'œuvre majeure qu'il a commencé dans la République. Effectivement, le Bénin est sur un plan très bon qui pourra marcher, qui va donner un avenir certain, radieux pour le pays. Ils ont bien organisé les choses parce que le défilé militaire, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Il y a eu une très bonne parade militaire et après ça, il y a un défilé motorisé. Donc du côté organisation, tout s'est bien passé. Les festivités, c'est depuis hier que nous sommes en observation, parce que je suis un chef de quartier de Cotonou. Et depuis hier, le maire nous a envoyés sur le terrain. Et vous voyez, chaque année, le Bénin fait un pas de plus. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est encore mieux par rapport à ce que nous voyons avant. Et nous remercions en cela par le chef de l'État, toutes les autorités qui ont contribué à l'organisation et que le Bénin soit toujours gagnant. On a constaté qu'il y a eu des changements parce qu'il y a aussi la création de certaines unités au sein de nos forces de sécurité et qui donnent plus de visibilité, plus de sécurité à notre pays. Je crois bien qu'à l'échelle internationale, les gens sont en train de voir l'évolution avancée de notre cher pays beau, le Bénin. On nous a envoyé des hélicoptères, au moins 5, qui floraient en haut. Bon, vraiment, c'était aussi beau. Ça a accompagné ce qu'on avait fait l'année passée. Chaque année, il essaie quand même de nous faire voir de nouvelles choses. Par exemple, aujourd'hui, nous avions vu que nous avions la capacité
de faire défiler aussi nos hélicos. Vous voyez, c'est de très bonnes choses que la population va apprécier. Et nos forces vives qui ont défilé devant nous et qui nous donnent le courage que nous avions une protection dans le pays, dans tous les domaines de la vie que nous embrassons sur notre territoire. Bénin n'est plus Bénin d'hier, c'est un Bénin nouveau. Donc on apprécie, le président apprécie tout le monde. À quelques minutes de son départ du Bénin, le président Bola Tinubu et le président Patrice Talon ont passé un message important pour leurs deux pays, celui de cultiver les relations fraternelles, viscérales au service du développement économique et de la paix. On les suit. Je voudrais vous prendre à témoin pour saluer à nouveau le président Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président de la CEDEAO, qui nous rend une visite d'amitié et de fraternité. Vous avez peut-être dû constater que ce n'est pas encore de nos habitudes de recevoir des chefs d'État au Bénin pour la fête de l'indépendance. Nous sommes restés dans la même tradition parce que le président Tinubu est du Bénin. Le Bénin et le Nigeria sont un même pays. N'eût été la colonisation, ce serait la même république. Donc sa visite au Bénin n'est pas la visite d'un chef d'État étranger en tant que tel. Il est venu rendre visite à ses frères et sœurs du Bénin. Et je voudrais lui réitérer toute ma gratitude pour ce déplacement. Il donne un nouveau signal à la communauté bénino-nigériane. La fraternité est utile pour construire le destin commun. Et c'est notre rôle de passer ce message aux uns et aux autres, de part et d'autre de nos frontières. Le Bénin et le Nigeria sont un même peuple, un même destin, et nous avons à partager la prospérité ensemble. Travailler, œuvrer pour un développement harmonieux commun. Tout à l'heure, quand je lui ai dit « Bienvenue à la maison ». Thank you very much, Your Excellency, my brother. It is a great honor to share the joy. Je suis très honoré de pouvoir partager la joie du Bénin qui célèbre aujourd'hui son indépendance. Et c'est un honneur également que pour le Bénin, en tant que pays, de célébrer le 63e anniversaire de son indépendance. Aujourd'hui, je me sens particulièrement honoré parce que c'est inhabituel qu'un pays qui célèbre son indépendance invite un autre chef d'État en tant qu'invité d'honneur. Et je dois vous dire que c'est ma première visite officielle en dehors du Nigeria. Le Bénin et le Nigeria sont des Siamois et dans tous les aspects de la vie. Donc nous sommes les mêmes et on peut remonter même au niveau de l'ADN pour le constater. Et pour pouvoir faire avancer le continent africain, nous devons travailler à promouvoir la coopération économique et assurer également la stabilité sur le continent. C'est notre responsabilité parce que nous avons une population jeune, nous avons une histoire de démocratie également en Afrique et nous devons, c'est vrai que de temps en temps, il y a des défis qui se posent au continent, mais c'est notre responsabilité de collaborer pour assurer la paix et la stabilité sur le continent. Et c'est notre responsabilité commune. Je suis venu au Bénin, j'ai reçu un très bon accueil, j'ai eu un très bon déjeuner avec le président et sa famille. Je retourne au Nigeria avec la joie au cœur et je suis sûr que je vais rendre l'appareil également au Bénin. And I will retaliate. Le tournoi de l'indépendance doté du trophée Patrice Alakpato a connu son épilogue le 1er août 2023. La finale de cette compétition a opposé l'équipe du 8e arrondissement de Cotonou à celle du 3e arrondissement. La rencontre s'est déroulée au stade René-Pleven de Cotonou. Le film de la rencontre avec la rédaction de Canal 3 Bénin. En maillot bleu et blanc, l'équipe du 3e arrondissement de Cotonou, finaliste malheureuse de l'édition précédente du tournoi de l'indépendance. C'est pour la 2e année consécutive qu'elle se retrouve en finale.
Sur ces mêmes installations du stade René Pleven d'Akapa, elle affronte l'équipe du 8e arrondissement pour cette ultime rencontre. Dans les gradins, une forte mobilisation du public pour vivre l'apothéose de la compétition. Au coup d'envoi, le 3e arrondissement de Cotonou se montre plus engagé. La volonté d'une équipe qui veut participer à l'histoire. Très vite, elle va ouvrir le score au cours des 45 premières minutes. 1-0, le score reste inchangé malgré les velléités de l'adversaire. L'année dernière, nous sommes également venus à la finale, mais on n'a pas gagné. Donc cette année, on s'est donné à fond pour remporter le trophée. On a suivi les consignes du coach, mais finalement on a vu qu'on n'a pas eu la chance de gagner la finale. Mais c'est pas grave, on va faire des efforts pour encore l'année prochaine. On va reprendre les efforts, les erreurs qu'on a eu à faire pour que l'année prochaine on puisse remporter le trophée. L'équipe du 3e arrondissement de Cotonou remporte ainsi le tournoi de l'indépendance édition 2023. Fruit des efforts consentis depuis la première édition, il y a 3 ans. À la première édition, ils sont 3e. Deuxième édition, ils sont 2e. Et 3e édition, ils sont 1er. Donc c'est des jeunes qui sont encouragés. C'est une fierté pour moi aujourd'hui de me retrouver entre une foule aussi considérable comme ça. À l'étape des récompenses, les meilleurs joueurs qui se sont illustrés au cours du tournoi sont tous distingués. L'équipe finaliste malheureuse reçoit le petit trophée plus des jeux de maillot et des ballons. Le 3e arrondissement de Cotonou, vainqueur de la compétition, part avec les meilleures récompenses, dont un chèque de 500 000 francs. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, s'en est allé ce mardi 1er août 2023 à Abidjan. Né le 5 mai 1934 à Daoukro, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé à l'âge de 89 ans. Connu comme l'une des figures les plus puissantes de la vie politique de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a marqué également son peuple par son parcours emblématique. À ce propos, je vous invite à suivre cet élément qui retrace le parcours emblématique du grand homme, élément réalisé par ESAE TV. Deuil dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est mort ce mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan. Surnommé le crocodile de Daoukro, c'est un monument de la politique ivoirienne qui disparaît. À 89 ans, il a tout fait, tout connu. Ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960 à l'âge de 26 ans, il sera ensuite ministre de l'économie et des finances de feu Félix Houphouët-Boigny avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef de l'État de 1993 à 1999 après la mort de ce dernier. Il était connu notamment pour son concept nationaliste, voire xénophobe, l'ivoirité. Il a dirigé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti du premier président ivoirien, feu Félix Houphouët-Boigny. Le crocodile de Daoukro ne durera pas au plus haut sommet de l'État. En 1999, il fut renversé par un coup d'État mené par le général Robert Gué, qui est Henri Konan Bédié, né le 5 mai 1934 dans le village de Dadiekro, au sein d'une famille de planteurs de cacao. Henri Konan Bédié se voulait l'héritier et le successeur de Félix Houphouët-Boigny, d'ethnie baoulé comme lui. Un temps allié avec le président Alassane Ouattara, élu pour la première fois en 2010, Henri Konan Bédié était retourné depuis 2018 dans l'opposition où il s'est rapproché des partisans de Laurent Gbagbo. L'ancien homme fort de Yamoussoukro avait également été désigné candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire. Toujours dans le même registre, suite à l'annonce du décès de l'ex-président ivoirien, la rédaction de Eden Télévision a recueilli les impressions de quelques citoyens ivoiriens résidant au Bénin. Suivez plutôt. On a reçu l'information et vraiment ça a été une nouvelle très triste pour nous d'apprendre que
notre deuxième président de la République de Côte d'Ivoire s'en est allé vers le Père. Donc ça a été une nouvelle très très triste pour nous. Le souvenir que je retiens sont les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Vraiment, quand il a prôné cela, ça nous a fait chaud parce qu'on s'est dit que avec ce projet-là, la Côte d'Ivoire allait aller de l'avant. N'eût été ce qui s'est passé, que tout le monde connaît. Bon, le projet n'a pas abouti. Alors, je pense que ce fut un grand homme pour notre pays. Il a beaucoup fait et je pense qu'on doit lui rendre beaucoup d'hommages. Et Dieu saura lui garder une place auprès de lui là-bas. Dans d'autres pays, ça aurait été peut-être 1 ou 2 jours, 3 jours. S'il a préféré donner 10 jours, il a ses raisons. Je pense que pour moi, c'est une très bonne chose. On fera cet hommage-là à notre deuxième président. Et puis bon, la vie continue. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Sa disparition, vraiment, ça nous fait mal, sincèrement. Donc, comme tout, on ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. Sinon, la mort de Bédié, je pense que pour moi, de ma part, pas aujourd'hui, quoi. Ce que je peux dire, c'est un grand politicien de PDCI. C'est ce que je peux dire. Vraiment, nous, nos parents étaient un PDCI autres là, donc nous autres aujourd'hui, moi, personnellement, je vis que de PDCI. Voilà, donc sa mort m'a touché et puis, bon voilà. Donc il était bien avec nous, il était bien. Vraiment la mort de Bédié, vraiment, c'est pas ce qu'il faut dire. Vraiment, hier là, j'étais vraiment beaucoup triste. La mort de Bédié, vraiment, ça m'a rendu triste. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, vraiment. Ça m'a rendu un peu malade. C'est quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, je vais voir vraiment si mon papa est vraiment mort. Donc pour le moment, là, je ne crois pas. Il a beaucoup fait pour la nation, pour les Ivoiriens. Il a beaucoup fait. Dans son village, à Yamsoko, en tout cas, il a beaucoup fait pour nous aussi. Une nouvelle rénovation dans la ville de Ouidah, la basilique de l'Immaculée Conception, fait pour neuve, a été entièrement réhabilitée. La cérémonie de reconsécration de cette place, importante pour la religion catholique au Bénin, s'est déroulée le dimanche 30 juillet dernier. Allons à la découverte de ce lieu dans sa nouvelle mouture avec la rédaction de l'ORTB. Un paysage verdoyant, pastoral, qui côtoie une plage pleine de vie. Bienvenue à Ouidah, cité historique, touristique et mémorielle. Ici, l'une des attractions de la ville demeure ce monument, la basilique de l'Immaculée Conception. La basilique de Ouidah, c'est la tête et la mère des églises du Bénin. Parce que tout a son origine en matière de christianisme catholique, de catholicisme ici à Ouidah. Vestige de la colonisation, elle est consacrée pour la toute première fois le 9 mai 1909. Plus d'un siècle après, l'édifice est en ruine, le patrimoine en péril. L'idée d'une rénovation, doublée d'une reconsécration, a germé dès lors. En temps, on a constaté qu'il y a des fissures dans les murs qui se dégradent. Et comme c'est un patrimoine national, comme c'est une église distinguée par le pape, parce que c'est la basilique, on ne va pas laisser un tel patrimoine se dégrader. 7 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour redonner un éclat à la chapelle. L'édifice brille de nouveau, avec des matériaux bien choisis, entre autres du marbre et du bois taillé. Ce dimanche, c'est jour de fête à Ouidah. L'archevêque de Cotonou et président du conseil épiscopal du Bénin s'est donc déplacé pour dire lui-même la messe. Moment de grande communion, aux premières loges, des figures bien connues du landerneau politique, autorités administratives à divers niveaux, députés à l'Assemblée nationale, cadres supérieurs et chefs de religion endogène. Tous ensemble, dans une unité de temps et d'action, pour reconsacrer la basilique de l'Immaculée Conception dans une ferveur des grands jours. Aujourd'hui, c'est la résurrection de la basilique. Le sourire large du recteur, qui traduit la joie de tous les fidèles, qui ont contribué à cette rénovation avec le soutien remarquable d'un donateur resté discret, mais dont le nom résonne très fort, le chef de l'État, Patrice Talon. Il aime son église.
et il veut la voir rayonnante. Donc vraiment, nous lui disons infiniment merci. Ici à la basilique, le drapeau tricolore, juste celui du Saint-Siège, tout juste en face, de l'autre côté de la rue, flottent les couleurs du temple des Pythons, signe de tolérance et de cohabitation pacifique. Après avoir conduit les travaux de rénovation et de reconsécration, un nouveau chapitre s'ouvre pour le père Cosme et son équipe. Au terme de 3 années passées à Ouidah, le devoir sacerdotal les dirige vers d'autres horizons. En attendant, le bientôt ex-recteur prend plaisir à parcourir les travées d'une basilique réhabilitée comme neuf. La tolérance religieuse, chose la mieux partagée au Bénin, comme vient de le présenter une fois de plus cet élément. Cette valeur caractéristique des Béninois est une fois encore réitérée par différentes personnalités présentes à la cérémonie. Nos reporters les ont interrogés. Cette basilique, anciennement, l'église de l'Immaculée Conception de Ouidah, c'est le sous-produit, le produit de la population autochtone Kouéda de Ouidah. Donc, c'est ma chose. Et quand ça a été rénové, nous devons y être. C'est la raison de notre présence dans cette basilique mineure à Ouidah aujourd'hui. Nous y avons participé comme cela se doit pour leur faire comprendre que nous devons nous accepter les uns les autres. Le Christ n'est pas divisé, le Christ est un. Et nous devons marcher selon son ordre, selon son commandement. La basilique Immaculée Conception de Ouidah est la première basilique mineure de l'Afrique de l'Ouest. Et à ce titre, sa portée historique dépasse celle d'une basilique ordinaire. Et moi, en ma qualité donc, de premier citoyen de la ville de Ouidah, c'est toujours un plaisir, un honneur pour moi de sentir que les vestiges de notre pays qui sont sur mon territoire, le territoire de Ouidah, soient réhabilités, soient restaurés et soient révélés pour permettre aux Béninoises et aux Béninois, aux Africains et au monde entier de venir découvrir ma cité, la plus belle des cités du Bénin. En tant que ressortissant de la ville, c'est un honneur, une fierté pour moi, en tant que député de cette ville, même si j'ai un mandat national, je suis quand même élu à Ouidah. Et c'est pour ça que c'est un honneur, un bonheur, un plaisir pour moi de voir cette basilique jouer non seulement son rôle spirituel, son rôle culturel, son rôle touristique et son rôle de rassemblement des fils et filles de Dieu. La filière de l'anacarde fait l'objet d'un grand intérêt au Bénin et se distingue par une importante croissance au cours de ces dernières années. Son impact sur le PIB est non négligeable et le cajou se caractérise comme étant l'une des productions les plus prisées tant sur le plan national qu'international. Quelles sont les opportunités économiques qui peuvent en découler? Élément de réponse dans ce dossier signé l'URTB. C'est un atout pour tout le pays, pour le producteur, pour le commerçant et pour les transformateurs que nous constituons. C'est l'une des filières prioritaires du Bénin. Elle fait partie des principaux leviers de croissance économique. L'anacarde représente le deuxième produit agricole d'exportation après le coton. Le Bénin, troisième producteur de noix de cajou en Afrique, a opté pour sa promotion à travers l'appui à la production, à la transformation locale et à l'exportation. On avait des grandes plantations, mais en réalité qui étaient faites avec des techniques déjà dépassées. Mais aujourd'hui, dans la réforme, je pense que c'est des techniques améliorées qui sont apportées. Avant 2016, tout ce qu'on produisait comme noix de cajou était exporté de façon brute vers le Vietnam, l'Inde. Ensuite, ces noix de cajou brutes sont transformées, puis revendues en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons changé cette dynamique, nous avons changé cette donne. Nous transformons désormais les noix de cajou brutes. Résultat, la production locale de noix de cajou s'accroît de façon sensible et passe la barre de 200 000 tonnes. Les investissements dans le domaine de la transformation également génèrent d'importantes devises. Les noix de cajou brutes se négocient à peu près entre 1 et 1,5 $ quand ce n'est pas transformé. Et quand c'est transformé, c'est à peu près 8,5 à 13,5 $.
Ensuite, quand vous vendez ça dans les grandes surfaces, vous pouvez générer une valeur marchande d'à peu près $20 le kilogramme. Donc, vous-même, vous êtes donc conscient du fait que la meilleure démarche, c'est de transformer les noix de cajou. Tous on est conscients aujourd'hui qu'on doit améliorer nos unités de transformation. Et pour améliorer, c'est qu'il faut acheter vraiment des équipements performants, ce qui nécessite nécessairement des financements. Par rapport au crédit classique, c'est seulement les acteurs qui prennent les risques. Les banques même ne veulent pas prendre de risques. Mais aujourd'hui, le crédit s'impose. Les producteurs n'ont pas forcément d'argent à remettre aux pépiniéristes pour préfinancer, pour donner une avance aux activités. Si bien que nous avons besoin aujourd'hui des structures, des institutions qui doivent nous accompagner à faire la production de bonne qualité. Les interventions sur la subvention à la plantation et les discussions entre producteurs et institutions financières déjà enclenchées pour un partenariat gagnant-gagnant, il convient également de mettre l'accent sur la consommation du produit au plan national. Si nous produisons assez et pour notre marché, nous allons dépendre moins de l'extérieur, on va moins importer ces produits-là et du coup, notre balance commerciale va s'apprécier à travers une réduction donc des importations. L'État même a pris conscience pour mettre en place une réforme qui va discipliner chaque acteur au niveau du système. Donc, et c'est important pour le pays, puisque vraiment ça va rassurer les banques aussi. Le plan stratégique de développement du secteur agricole du Bénin priorise également de nouvelles industries de transformation pour répondre aux défis de l'interdiction d'exportation des noix de cajou brutes prévue pour 2024. Au Bénin, le riz a pris une place considérable dans l'alimentation des ménages urbains. Force est de constater que cette céréale remplace progressivement le maïs comme plat principal. Une habitude alimentaire que veulent assurer les agriculteurs et producteurs de riz. C'est la raison de la journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin, organisée le 3 août à Cotonou. Les détails dans ce reportage signé Canal 3 Bénin. La journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin s'est tenue le jeudi 3 août. Elle a été organisée dans le but de sensibiliser et d'informer les consommateurs sur un riz sain. La tendance est de revenir à la pratique ancienne sans utiliser des produits chimiques. La réponse, je ne doute pas, est oui. Les responsabilités des agriculteurs sont aujourd'hui vraiment engagées parce les agriculteurs doivent vraiment devant l'histoire montrer qu'ils ont fourni des produits qui arrivent à combler les attentes des consommateurs, notamment leur permettre d'avoir une santé saine. Il s'agit plus spécifiquement de l'accompagnement des acteurs directs de la filière riz dans la transition vers une production plus agroécologique. Cependant, ces actions ne peuvent être un succès que si les différentes gammes de riz présentées et produits selon les normes agroécologiques sont connues, appréciées et achetées par les consommateurs béninois. C'est là l'importance de cette journée porte ouverte, organisée pour permettre aux consommateurs et aux acteurs institutionnels d'être informés sur les enjeux de la production selon les normes agroécologiques et sur les vertus et qualités du riz Made in Bénin. L'agroécologie dans la filière riz est un projet que soutient Enabel, la coopération belge, à travers son programme DEFIA. Grâce à ce programme, 2145 producteurs ont expérimenté des pratiques agroécologiques plus rentables et durables. La Belgique est prête à poursuivre son appui à la filière. Dans les années à venir, la Belgique continuera de soutenir les acteurs publics et privés, ensemble avec les communautés et particulièrement les femmes et les jeunes, afin de poursuivre l'accompagnement de la transition agroécologique vers des systèmes alimentaires, ce dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire au Bénin. Plusieurs résultats étaient attendus de la journée porte ouverte, ce qu'a rappelé le ministère de l'Agriculture. Beaucoup de résultats sont attendus à l'issue de cette journée porte ouverte, dont le plus important est la contribution de l'agroécologie à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mini-foire
d'exposition-vente prévue présentera quelques produits agroécologiques ou biologiques soutenus par DEFIA. À la mini-foire, 3 types de riz ont été présentés, du riz blanc, étuvé et biologique. Il faut noter que le programme DEFIA a permis la création de 6 agrégations de producteurs et transformateurs du riz. Les acteurs des cultes endogènes à divers niveaux se sont encore une fois réunis pour le pèlerinage annuel sur le site mondial de Sapata. Prévu pour une durée de 4 jours, il est prévu au menu des activités, des sacrifices, des rituels et des offrandes. Pour la circonstance, des prières ont été dites pour implorer les grâces et les faveurs de la divinité Sapata. Le reportage de Canal 3 Bénin. Quand une mobilisation des acteurs des religions endogènes réunis à Dassa-Zoumé, adeptes, responsables de cultes et de diverses congrégations ainsi que d'autres invités honorent ici un rendez-vous important. L'initiative est à sa 6e édition. Elle offre l'occasion aux participants de valoriser davantage le dieu Sapata. En réalité, ici, qu'a démarré ce culte qui s'est généralisé un peu partout dans le monde entier. Donc, on doit prendre soin de ça, s'organiser autour de ça et voir aussi quelles sont les utilités que procure vraiment cette déité. J'encourage les organisateurs et tous ceux qui sont les dignitaires du vaudou et qui sont en train de révéler au grand monde ce qui se fait et le berceau même du culte vaudou, le Sapata, qui est Dassa-Zoumé. L'idée du pèlerinage sur le site mondial du vaudou Sapata est portée par la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB. Les manifestations cette année ont duré 3 jours. Les pèlerins venus d'horizons divers ont eu à faire des sacrifices et des offrandes. Ils ont aussi invoqué les dieux, notamment la divinité mère des lieux, afin qu'ils veillent sur le pays et ses dirigeants. Je vais prier seulement les membres de nos ancêtres, le Dieu suprême, d'accompagner cette initiative. Et nous allons passer par cette occasion pour demander, pour prier à notre président de la République pour l'initiative, la noble initiative qu'il est en train d'entreprendre pour la valorisation de nos valeurs ancestrales. Ma prière, je l'adresse à la divinité mère de nous épargner de toutes sortes de maladies afin que la force du bien puisse agir sur la force du mal. Le vaudou est amour, le vaudou est fraternité, le vaudou est développement. Nous prions que le gouvernement ait les moyens pour réussir les projets initiés dans le projet La route des couvents qui a déjà pris notre site en compte. Resté longtemps méconnu du public, la place Foiragba est aujourd'hui un grand lieu de recueillement pour les acteurs des religions endogènes. Il accueille désormais chaque année de plus en plus du monde. Le site est également inscrit sur la liste des espaces prévus pour être aménagés par le gouvernement dans le cadre de la promotion de la culture. Vous savez, lorsqu'on parle du tourisme, on parle forcément des richesses culturelles. Et la commune de Dassa regorge d'un certain nombre de patrimoine culturel. Mais beaucoup ignoraient ce site-là. Et je peux vous dire que bon nombre de touristes foulent déjà ce site. Il ne reste maintenant qu'à apporter un certain nombre d'aménagements pour que le site présente des attraits purement touristiques à caractère culturel et cultuel. Le vœu des uns et des autres est de voir le projet La route des couvents se concrétiser le plus vite possible. Un appel a aussi été lancé à toutes les bonnes volontés désireuses d'apporter leur contribution à la promotion des valeurs endogènes. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique pourrait bientôt devenir un partenaire de la zone industrielle de Glodjibé. Appuyé par le chargé de mission du chef de l'État, une délégation était sur le site de la G10 pour s'enquérir de son fonctionnement. Les précisions avec la télévision nationale. Voir le projet sur nature, visiter les unités industrielles phares et comprendre la logique qui sous-entend ce projet du programme d'action du gouvernement étaient les objectifs de cette visite effectuée par la délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Je sors avec un sentiment de très grande satisfaction car nous avons pu voir comment en quelques mois ce projet est sorti de concept à une réalité sur le terrain avec des milliers d'employés déjà à pied d'œuvre et aussi les grandes perspectives que ce projet ouvre
non seulement pour la République du Bénin, mais pour toute l'Afrique, qui a besoin de s'industrialiser, qui a besoin de créer des emplois pour la jeunesse et pour les femmes, mais aussi de transformer ces matières premières sur son sol, en créant de la valeur ajoutée, en créant de la richesse. Un acte qui entre dans le cadre de la visite de terrain sous l'invitation du gouvernement béninois afin d'obtenir l'appui auprès de la banque et partenaires arabes. Votre présence est un facteur tout à fait déterminant pour accompagner déjà les réalisations tout à fait remarquables que fait Golodibé. Je pense personnellement que d'avoir touché du doigt les réalisations majestueuses sous la vision du président Patrice Talon de cette infrastructure qu'est Golodibé, vous serez davantage notre porte-parole vis-à-vis des instances décisionnelles de la BADEA en termes de promotion de l'investissement, mais également vis-à-vis de tout le groupe des fonds et banques arabes, dont vous êtes l'un des vecteurs. Engagement et souhait étaient au rendez-vous. Cette visite a débuté par la salle de maquette de la zone industrielle Glodjigbézé Bénin chez DIZ. Elle s'est achevée au pied de la zone de transformation du soja. Invitée comme guest star pour le concert La Saga des Agodji, la star internationale Angélique Kidjo a été reçue sur les plateaux de la télévision nationale le mercredi 2 août 2023. Angélique Kidjo a réitéré sa fierté d'honorer les Amazones du Dahomey. Suivez un extrait de ses propos. C'est important que la vérité soit dite par nous, que nous racontons notre histoire. Parce que souvent, partout où je vais, on essaie de raconter mon histoire pour moi. J'écoute les gens, les opinions qu'ils ont. Mais je dis, vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas me raconter qui je suis. Donc je suis contente de venir ici, à Cotonou, et qu'on commence déjà, pas seulement dans les paroles, mais dans les actions, à faire comprendre aux jeunes béninois leur histoire. Il est très important que pour le Bénin, pour que le Bénin avance, il faut une éducation digne de ce nom, pour que nous soyons fiers de qui nous sommes, pour pouvoir aller vers les autres. Notre histoire, depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, a été racontée par ceux qui nous ont dénié notre humanité pour nous réduire en bête de somme. Au jour d'aujourd'hui, nous nous disons indépendants. Nous sommes indépendants depuis 63 ans. Est-ce que nous avons besoin de tuteurs? Il faut qu'on prenne notre responsabilité. Ça commence par la culture, ça commence par les arts, ça commence par l'éducation. Pour que le jeune ne veuille pas aller prendre des bateaux au risque de leur vie pour trouver un futur meilleur, il faut préparer ce futur ici. Il faut que nos dirigeants en Afrique se rendent compte qu'ils n'ont de pouvoir que si leur population est forte. J'invite tout le monde à participer à la fête parce que je ne suis pas seule. Comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, il y a beaucoup d'artistes qui seront là. C'est-à-dire que c'est le moment pour le Bénin, dans son intégralité, de peut-être de redécouvrir les enfants de tous les départements. C'est important qu'une fête nationale soit célébrée, pas seulement dans la capitale, mais partout. Donc, je crois, moi, profondément, que c'est un moment dans ma carrière d'artiste de parler tout le temps de ma culture. Je n'arrête pas de parler de ma culture. Et je me suis rendu compte, dans mes voyages, dans mes collaborations musicales, que le Bénin, la culture béninoise, est au centre de beaucoup de rythmes, de beaucoup de musique. Je l'ai prouvé par 3 albums. Oui. Et il n'y a plus rien à dire si nous, les Béninois, nous ne sommes pas conscients de l'apport que nous avons eu dans la musique du monde, dans le rock, dans le blues, dans le R&B. Toutes les formes de musique, on trouve le Bénin et toute l'Afrique dans ces musiques-là. Et je dis toujours, sans le continent africain, il n'y a pas de musique moderne. Bien avant la saga des Agodji, le concert officiel de l'indépendance, les Rouig Badjavi ont célébré la fête de l'indépendance à travers la présentation de plusieurs facettes de la culture béninoise. C'est l'esplanade de Goro à Abomey qui a vibré au rythme et au son de plusieurs artistes. Revivez ce moment solennel avec la télévision nationale. Sous la direction de l'orchestre Semensa Voice, les artistes venus de différentes contrées du zoo ont égayé le public. Ils ont démontré leur soutien à l'événement à travers des prestations. Parmi eux, l'artiste Wedeme de son vrai nom, Regina Tokudaba. Wedeme veut dire, ouais là, ça veut dire la danse.
Démé là, ça veut dire qu'il y a la danse dedans. Tout ce que nous jouons à l'extérieur ou chez nous, il y a le gong, tam-tam, tout, et en plus la danse. Premièrement, j'ai chanté Asuno Djebao Yadea. Asuno Djebao Yadea veut dire, veut parler aux grands-mamans, aux grands-mères, les mamans de nos maris, de vraiment nous excuser et d'aller doucement avec nous. Béninois la biwi trala gbome vile agbome gbogbo ikonu le podo fielele do mi podo mini do gbegbo do tongbe no pa mewe zan wa no satode. Merci. Claudel Zou. Nkwe azoche me nkwe ajoche kan nkwe azoche me Jésus paramindo le bruit c'est bien. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Zoukoline salue cette démarche du gouvernement qui est de révéler le Bénin. Depuis 2016, le président Patrice Talon a décliné de faire de notre pays une plateforme touristique. Et qui parle du tourisme, parle de la culture. Parce que la culture va avec le tourisme. Et aujourd'hui, dans le département, nous avons des talents cachés, il faut les révéler. Et c'est ce travail que nous faisons au jour le jour avec l'ensemble des artistes pour pouvoir les promouvoir. Donc c'est un espace qui permet de révéler et de faire la promotion de l'ensemble des artistes. Les artistes qui sont ici viennent de l'ensemble des communes du département. C'est un plaisir et c'est toujours intéressant quand c'est ceux qui sont de la zone qui pressent. Ça amène le public à être plus accroché. On va les encourager pour que l'année prochaine, ça soit plus belle que ça. À travers cette deuxième édition du concert de la Nuit de l'Indépendance, les artistes, musiciens, chanteurs du département du Zou dévoilent ainsi leur talent au monde. Black Santiago, le groupe musical béninois, est célébré dans une fiction sur Canal+ à travers la série Black Santiago Club. Dans la réalité, ce groupe a formé de nombreux artistes béninois. Découvrez ce récit de Valette Yves Gontran, alias Gobi, l'actuel chef du groupe. Il s'exprime au micro de ESAE TV. Donc, il était au Bénin quand il a voulu mettre du sang jeune un peu dans l'orchestre. Et c'est là qu'il m'a recruté. J'étais élève en classe de terminale, donc malgré que je continuais mes études, j'étais musicien et professionnel. Voilà, donc c'est comme ça que je suis entré dans Black Santiago et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté. Je suis resté fidèle à l'orchestre. Bayo Agongolo fait partie de la famille de la Souza. Oui, il était son neveu. Il était son neveu. Les enfants de Bayo? Non, il a eu un fils qui commençait pas à faire la musique, mais rapidement il a voyagé, il est allé en Allemagne, voilà. Oui, actuellement j'ai mon fils qui est notre ingénieur de son. Dans Black Santiago, je suis l'un des doyens, mais j'ai encore quelqu'un qui a intégré le groupe au même moment que moi. C'est qui? Christophe Kodi. C'est le chanteur. C'est parce que quand on parle de l'accident, on ne cite que les 3 qui ont disparu au moment de l'accident. Mais nous avons eu beaucoup d'artistes qui sont partis, qui sont morts. Il y a Aïvalé qui était un grand chanteur. Un bel album. Oui, oui. Qui n'a pas connu assez de succès. Voilà. L'album est de Black Santiago. Oui, oui, c'est moi qui étais l'arrangeur de son album. Sinon, il y a eu beaucoup d'artistes qui nous ont quittés comme ça dans Black Santiago. Bon, nous avons la chance, nous sommes encore là aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'en février 1988, on a eu un accident. On allait au nord pour aller faire une tournée au nord. Et le 16 février 1988, on a fait un accident et le bus a fait des tonneaux. Et le chef d'orchestre était décédé. Miguelito, père, était aussi dans le bus. Eric Medrid. Donc il y avait ces 3 mois-là. Nous aussi, on était dans le bus. Voilà. Donc après, Bayo a pris la relève.
Il a dirigé l'orchestre pendant 28 ans, mais j'étais toujours son adjoint pour diriger l'orchestre avec lui. Bon, maintenant, lui, il est parti par une petite maladie. Et puis voilà. Donc j'ai pris la relève parce qu'on ne veut pas laisser l'orchestre Blaise Ndiago disparaître de cette façon. Donc j'ai continué avec les musiciens et maintenant je recrute des jeunes pour mettre encore du sang neuf dans l'orchestre. Voilà. Donc actuellement, nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets. Ben, je dirais, c'est peut-être, comment dire, c'est peut-être la chance que j'ai eue. Sinon, l'orchestre Blaise Ndiago n'a jamais traversé l'océan pour aller en Europe. Depuis le temps de Yan de Souza, le temps de Agongolo Bayo, mais moi j'ai pris l'orchestre, mais on a pu voyager, on a été au Quai Branly, et c'est nous qui avions fait venir les objets d'art. Ah oui? Oui, parce que c'était la semaine culturelle, donc c'est nous qui avions été sélectionnés pour aller animer la semaine culturelle à Paris. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.